Jean-Pierre, bonjour. Je suis ravie de passer ce temps avec toi. Donc on est au cœur du deuxième festival pour l'école de la vie. Donc je viens d'entendre ta conférence. Tu as pris un temps avec le public aussi. Alors moi j'ai une question à te poser concernant tout ce que tu proposes comme nouvelle vision. Pour moi c'est une vision vraiment révolutionnaire. C'est au niveau de la notion d'autorité. Comment tu expliques qu'aujourd'hui on est dans une configuration où l'adulte se met dans une posture d'autorité de fait face à l'enfant et qu'il n'arrive pas à inverser la possibilité que l'enfant puisse aussi être une source d'apprentissage pour soi et que chacun puisse être libre, que ce soit un enfant ou pas, de ses apprentissages, de ses envies, de ses désirs, pour grandir, pour évoluer. Alors, moi je pense que c'est le résultat du formatage que j'ai reçu, c'est-à-dire que je ne peux pas concevoir la relation entre deux personnes hors du schéma dominant et exclusif qui est dominant-soumis. Soit je suis dominateur, soit je suis soumis et je n'ai pas d'autre possibilité. Et donc c'est à partir de ce schéma-là que j'adopte la position que tu dis d'autorité, qui mérite d'être encore approfondie, on va le faire, vis-à-vis de quelqu'un parce que je ne sais pas être en relation de type égalitaire avec quelqu'un. Hein, c'est soit je suis possédé, soit je possède. Voilà. Hein. Et bon, les exemples sont nombreux. Oui. Et ça commence effectivement dès l'enfance. Oui. Voilà. Le terme même d'enfant est éloquent puisque enfant c'est infans et en latin ça veut dire celui qui n'a pas la parole. Voilà. Mais en latin, les Romains, lorsque celui qui avait la parole commençait à avoir la parole, il était désigné comme puer, qui a fait puéril, puériculture, etc. Mais nous, il est toujours infans, c'est-à-dire qu'il n'a toujours pas la parole, même lorsqu'il l'a. Puisque c'est un enfant par définition. Et de catégoriser le nouvel être humain qui apparaît comme quelqu'un qui n'a pas la parole, c'est déjà l'inscrire dans un statut qui va le suivre après toute sa vie. Voilà. Maintenant, sur la notion d'autorité, Boltanski distingue deux types d'autorité. L'autorité déontique, qui en fait est l'autorité hiérarchique, c'est-à-dire qu'il y en a un qui me commande, voilà, et moi j'obéis, ou bien je suis celui qui commande et l'autre, le subordonné, m'obéit. Et puis il distingue un autre type d'autorité que nous connaissons aussi, et qui est l'autorité épistémique, c'est-à-dire l'autorité de celui qui sait. Hein. On dit de quelqu'un qu'il est une autorité en la matière ou qu'il fait autorité parce qu'il sait des choses que moi je ne sais pas, il sait des choses assez importantes. Et dans le cas de l'autorité épistémique, il n'a cette autorité que parce que moi je la lui reconnais. Alors que dans l'autre cas, c'est le supérieur hiérarchique qui va lui-même imposer son autorité. Alors je l'accepte ou pas, mais ce n'est pas le même type d'autorité. Et l'autorité épistémique, c'est celle en fait de l'auteur. C'est la même racine. Hein. L'auteur, c'est celui qui crée, qui a cette autorité parce qu'il sait quelque chose que pour l'instant je ne sais pas. Et par conséquent, je n'ai aucun scrupule personnellement à m'adresser à quelqu'un qui sait ce que moi je ne sais pas pour l'apprendre de lui. Mais ce n'est pas le même mouvement que quelqu'un qui exerce une autorité en disant tu dois apprendre ceci, tu dois savoir cela, je vais te montrer comment tu dois faire, etc. Voilà. Oui, donc c'est important de faire la distinction entre ces deux modes d'autorité, voilà. Effectivement. Donc l'autorité, c'est ce qu'on appelle souvent l'autorité naturelle, mais ça n'existe pas, c'est simplement celui qui a une compétence là où je n'en ai pas, oui. et qui garde sa compétence pour lui tant que je ne viens pas la lui demander. C'est ça. Voilà. Donc l'idée c'est de l'offrir quand l'autre la sollicite. C'est surtout que l'autre la sollicite. Oui, c'est voilà. ça. Moi aujourd'hui j'ai le sentiment qu'il y a quand même une grande part d'acteurs dans l'éducation qui ont une difficulté à intégrer ton message et ta proposition et ta nouvelle vision de la relation et de l'interactivité entre les uns et les autres
Est-ce que c'est une observation que tu fais aussi? Est-ce qu'il y a vraiment une forte réticence et une difficulté à intégrer ça? Qu'est-ce que tu observes par rapport à ça? C'est une difficulté qui me paraît insurmontable. Oui. C'est-à-dire, tant que je suis dans un schéma d'éducateur, et donc il faut que je scie la branche sur laquelle je suis assis, je ne peux pas penser autrement qu'essayer de justifier ma position. Donc il n'y a aucune raison qu'un éducateur puisse adhérer à cette vision-là. Surtout qu'il a été formaté d'une part, sélectionné ensuite pour perpétuer ce genre de relation. Parce que la relation, même dans on va prendre le cas d'une école alternative, il y a toujours un adulte devant des enfants et qui se sent quand même responsable de ses enfants, ne serait-ce qu'il respecte l'horaire, qu'il respecte ceci, qu'il respecte cela. Alors que les moyens soient doux au lieu d'être coercitifs, ça c'est les deux moyens en fait pour exercer la domination. La relation dominant-soumis, elle a deux modalités. Une qui est la contrainte, c'est-à-dire tu fais ce que je te dis, sinon gare à toi. Hein. Et l'autre, c'est ce qui s'appelle la manipulation, c'est-à-dire tu vas faire ce que moi je souhaite que tu fasses, mais de ton propre plein gré. Je vais faire en sorte que tu fasses exactement ce que j'attends de toi, mais de ton plein gré et avec plaisir. Et même tu vas en redemander, et même s'il le faut, je vais te faire payer pour ça. Voilà, ça s'appelle la manipulation. Donc quelqu'un qui est éducateur, alors que ce soit un parent ou que ce soit un professionnel de la formation ou de l'éducation, ne peut pas, a du mal à entendre ce message. C'est normal. De quelle façon est-ce qu'on peut dépasser ça? Donc en proportion, quel profil de personne arrive à se saisir de ton message et de le mettre en application, s'y entraîne, y travaille, s'y exerce? Et ensuite, de quelle façon est-ce qu'on peut faire en sorte que ce message soit plus largement intégré du coup? Est-ce que tu as des idées par rapport à ça, des propositions? Alors, en ce qui concerne les personnes qui sont sensibles à ce genre de message et que je rencontre, il y a quelques enseignants, mais très peu, fins professionnels ou formateurs, mais qui sont quand même un peu en rupture de ça parce que c'est pas compatible, quoi. Alors soit ils sont en congé sabbatique, soit ils sont en congé momentané, mais qui exercent, ils viennent mais ils ne restent pas parce que ça devient trop inconfortable, quoi. Il y a quelques parents qui ne scolarisent pas aussi, mais pas tous, loin de là. Il y a aussi pas mal d'hostilité avec les parents qui ne scolarisent pas, parce que c'est des propos quand même qui sont pour eux inaudibles pour l'instant. Voilà. Et puis il y a quand même aussi des personnes aussi qui ne sont chargées d'aucun être humain, mais qui sont eux-mêmes souvent dans des structures hiérarchiques ou avec des gens qui savent mieux qu'eux ce qui est bon pour eux et qui en souffrent et qui cherchent simplement à comprendre. Voilà, c'est parce que mon propos, il n'est pas sur l'éducation, il est sur une manière de vivre. Mais l'entrée, c'est l'éducation parce que c'est ça qui est déterminant après pour la suite. Mais je ne m'adresse pas pour autant aux enfants, je m'adresse à des adultes qui sont éducateurs à leur insu ou qui sont des éduqués à leur insu et qui, par le fait même qu'ils changent de position ou d'attitude, vont forcément contaminer le milieu dans lequel ils se trouvent. Voilà. Et donc, il n'y a pas d'autre moyen parce que les médias n'accordent absolument aucune importance à ce genre de propos et même les évitent. Oui, tout à fait. Alors j'ai des exemples très précis de journalistes qui ont quand même passé 1 heure, plus les voyages, et puis qui en fait, leur article est retoqué au moment de la parution, quoi, voilà. Parce que ça ne peut pas passer des choses comme ça. Voilà. Les choses qui passent, c'est vous voulez une éducation bleue ou bien est-ce que l'éducation verte est mieux que la rouge, voilà. Et ça, c'est tout ce qui passe à toutes les rentrées. Oui, c'est ça. Oui. C'est-à-dire, je ne remets pas, je suis sur le comment éduquer, comment mieux éduquer, comment améliorer l'éducation, mais jamais sur la question faut-il éduquer, pourquoi éduquer.
Et je pense que si je posais simplement cette question, déjà, alors elle est inaudible, mais même si je commence à y répondre, si je commence à dire oui, ben c'est parce que je ne peux pas faire autrement, parce que sinon comment je fais quand je vais travailler? Alors effectivement, l'école est une garderie, ça c'est évident pour nombre de gens, mais à ce moment-là, pourquoi pas faire une garderie beaucoup plus intelligente que celle qu'on a? Et si c'est pour apprendre à lire, écrire et compter, ce que ne fait pas l'école, bien évidemment, puisque tous ceux qui apprennent quelque chose l'apprennent en dehors de l'école. Donc, quelle que soit la réponse à cette question « pourquoi éduquer ?», je peux voir, d'une part, s'il n'y a pas des moyens plus économiques d'obtenir ce résultat, et d'autre part, si ce n'est pas plus efficace, finalement, d'apprendre à vivre. Mais ça supposerait que l'école notamment, ou que l'éducation ait pour propos le bien-être de l'autre. Oui. Alors ça, c'est ce qui est effectivement affiché, mais si je regarde les faits, ça n'a jamais été ça. Oui. Jamais. Même lors de la création de l'école, Jules Ferry a été très explicite là-dessus. Il a bien dit que c'était juste pour que le peuple soit... Enfin, mais il fallait surtout pas qu'il apprenne à lire à l'école, le peuple. Voilà. Donc c'est très clair. Hein. Et par la suite aussi, c'est beaucoup plus comment dire, trouver une satisfaction dans l'exercice d'un pouvoir plutôt que le bien-être de l'autre. Enfin, pourquoi je voudrais le bien-être d'un autre, quoi. Si ce n'est pour mon propre bien-être. Oui. Donc, chaque fois que j'éduque, je peux me poser la question pourquoi j'éduque, pourquoi je veux le bien-être de l'autre. Et c'est parce que ça me procure une certaine sécurité, un certain plaisir, tu vois, que je veux effectivement à mon tour éduquer. Ça me fait exister, mais j'ai peut-être d'autres manières d'exister aussi. Puis il y a cette notion où on est imprégné aussi depuis des siècles et des générations à ce mode-là, à cette posture-là. Donc c'est difficile de s'en défaire aussi comme ça. Mais quand c'est difficile, c'est une bonne nouvelle. Exactement. Parce que ça n'est plus impossible. Oui, oui. Voilà. Et en fait, tout ce que j'ai découvert pour la première fois était difficile, et puis après, petit à petit, c'est devenu facile. Voilà. J'aime beaucoup quand tu dis que l'école n'existe que depuis 150 ans, et même que pas. Du coup, même pas, et que du coup, on pourrait peut-être imaginer un monde sans école, sans mode éducatif, voilà, en se questionnant justement sur est-ce qu'on éduque ou est-ce qu'on n'éduque pas, quelle utilité à éduquer. Du coup, pour toi, quelle serait la vision si on incarnait vraiment ce mode d'interaction avec la vie, avec les autres, comment ça s'organiserait, comment ça pourrait s'organiser selon toi? Alors déjà, l'OCDE qui est un organisme qui est considéré comme sérieux en général, a reçu un document dans lequel la fin de l'école actuelle était programmée pour 2020, sous sa forme actuelle. Oui. C'est-à-dire que l'école actuelle serait obsolète. Mais ça, de toute façon, nous vivons dans l'obsolescence et de toute façon, rien n'est permanent. Donc, l'école, qui est une construction historique à un moment donné, a survécu en s'orientant différemment. Mais peut-être qu'elle est à bout de souffle. Hein. Donc, si je prends les étapes de l'école, la première partie, c'était produire de la chair à canon. Et effectivement, de 1880 à 1914, ils sont partis la fleur au fusil pour se faire descendre, exterminer, pour rien d'ailleurs, puisque maintenant on est copains avec ceux qu'on voulait exterminer à l'époque. Ensuite, de 18 à 39, ça a été à peu près encore la même chose. Et puis depuis 1945, nous produisons, ou depuis 18 en tout cas, nous produisons de la chair à patron. Voilà, ce qui est bien le cas. Et là, maintenant, nous produisons des consommateurs, mais est-ce qu'il y a encore besoin de produire des consommateurs par un système aussi coûteux, hein? Donc, en 1880-1900, on n'avait pas d'autre moyen de formater les esprits, donc on a installé un maillage physique dans chaque commune avec des écoles communales et avec des hussards noirs de la République, c'est-à-dire des soldats qui étaient chargés de formater les esprits, contre notamment le pouvoir religieux à l'époque, le clergé.
Et progressivement, cette structure a évolué, mais elle est toujours un instrument de formatage. Et actuellement, ce genre de formatage n'est plus nécessaire, puisqu'avec les médias, enfin la télé qui n'existait pas à cette époque-là, on ne pouvait pas contrôler les cerveaux. Maintenant, on peut les contrôler différemment et les cerveaux sont contrôlés tout à fait différemment. Donc on n'a plus besoin de cette école. Si elle survit, c'est simplement parce qu'il y a 46 milliards en jeu de dépenses chaque année là-dedans et que ces 146 milliards vont bien dans les poches de quelques-uns et qu'en attendant qu'ils trouvent un autre moyen de les récupérer, pour l'instant, ils souhaitent que ça continue. On peut comprendre ça. C'est-à-dire que si l'école se maintient, c'est simplement pour d'autres raisons que les raisons initiales qui n'étaient pas du tout nobles, ni généreuses, ni morales, quoi qu'on en dise. Mais pour que ça tienne, il faut pouvoir dire que c'est pour le bien, bien sûr, de ceux qui y vont. Et puis rendez-vous compte, ceux qui n'ont pas à l'école, ils veulent y aller. Voilà. Donc tout est fait dans cette visée-là, alors qu'il s'agit en fait tout simplement de contrôler les esprits. Oui, parce que ça va jusqu'à dire, dans les pays en voie de développement, ils rêvent d'aller à l'école. C'est aussi un signe de développement, un signe d'avancée que d'aller à l'école. Donc oui, ça va très loin. Donc du coup, comment ça pourrait s'organiser dans ta vision, toi? Je pense que ça s'organiser, je trouve en naissant une société sur laquelle je n'ai aucune prise. Je suis bien un être social, on est bien d'accord. Je ne suis pas un individu. L'individu n'est qu'après. Mais après, je suis un individu qui compose une société aussi. Donc, je pense que ma manière d'être va avoir une influence sur le groupe social dans lequel je suis. Il suffit que je modifie un peu ma façon de voir les choses pour que, automatiquement, les gens qui m'entourent modifient leur perception. Et quand je perçois différemment, je me comporte différemment. Donc ça ne peut se faire, à mon avis, s'il y a une modification, mais c'est déjà considérable, c'est simplement dans le milieu dans lequel je vis. Oui. Si je vis dans un milieu où les relations sont justes, c'est-à-dire qu'elles sont la bonne nature au bon moment et dans la bonne quantité, je peux vivre bien et ça me suffit. Voilà. Et puis lorsque je vis bien, il y a un phénomène physique qui s'appelle l'homéostasie, c'est-à-dire que le groupe que moi je constitue avec mes milliards de cellules, mais le groupe social dans lequel je vis, l'homéostasie, c'est que je suis toujours en équilibre. Automatiquement, il va se créer, dès qu'il y a un corps étranger qui entre, alors soit dans mon corps, soit dans ce groupe social, ce mini-groupe en fait, il va y avoir une série d'ajustements pour soit rejeter le corps étranger, soit s'il reste, arriver à vivre en harmonie avec ce corps étranger. Voilà. Et donc c'est ce qui se passe, c'est tout simplement le phénomène d'homéostasie. Si je modifie ma façon d'être, automatiquement tout ce qui est autour de moi va se modifier. J'ai des exemples, l'exemple qui me vient tout de suite, c'est une maman qui a décidé au bout de peut-être 15 ou 20 ans d'arrêter de faire la cuisine pour tout le monde. Oui. Tout le monde était soulagé, tout le monde est content. Mais elle a modifié son comportement, mais pas contre les autres, simplement pour elle, en se disant mais moi je ne trouve pas mon bonheur à faire ça, donc chacun, voilà, mais dès que je modifie, ça modifie tout ce qui est autour de moi. C'est ça. Et donc, au regard, par exemple, d'une organisation familiale où il y a le monde professionnel qui prend énormément de temps à la plupart des gens, comment est-ce qu'ils pourraient intégrer cette nouvelle façon de fonctionner au sein de la famille, dans la cellule familiale, avec cette notion où on s'absente 8 heures par jour ou 10 heures par jour. Donc, dans le cadre de l'enfant, si on n'a plus envie effectivement de confier à l'école, et dans cette notion d'instruction où je ne veux pas éduquer dans l'énergie d'éduquer, mais vraiment de laisser naturellement les choses, les interactions se faire, les apprentissages se faire. Quel conseil tu pourrais donner à ces familles en termes d'organisation? Alors j'ai 3 conseils. Oui. Le premier, c'est n'écoutez jamais les conseils des autres. Et le deuxième, c'est de faire ce que j'ai toujours fait, c'est-à-dire j'ai toujours fait ce que je croyais juste de faire. Oui. C'est tout.
La seule chose qui est modifiée, c'est que ce que je crois juste à 20 ans, c'est pas ce que je crois juste à 30 ans, c'est pas ce que je crois juste à 40 ans. Donc en fait, c'est pas de modifier un comportement, c'est plutôt de voir qu'est-ce qui est juste pour moi, qu'est-ce qui est bon pour moi. Et à partir de là, je vais avoir un comportement qui va s'ajuster à ce qui est bon pour moi. Et c'est pour ça aussi que je trouve que c'est plus important, non pas de travailler sur les comportements, puisque le comportement va suivre, hein, mais c'est plutôt sur les représentations que j'ai du monde. Si je pense qu'il faut que je travaille 8 heures par jour, je veux dire un travail salarié, hein, Oui. parce que je peux travailler 15 heures par jour, non salarié, dans le plaisir et dans la joie. Et puis en fait, si le travail c'est agir sur le monde qui m'entoure, je travaille à tout moment. Voilà. Mais si c'est un travail salarié, c'est effectivement que je loue ma force de travail à quelqu'un qui ne m'en paie pas ce qu'il en reçoit, parce que sinon il ne m'emploierait pas. Hein, donc qui rafle la plus-value de ce que moi je produis. Donc je peux aussi m'interroger là-dessus, peut-être changer de travail à ce moment-là, hein, pour éviter de me faire tondre la laine sur mon dos. Enfin, je ne sais pas, mais la réponse, elle préexiste pas. Oui. Hein. Elle est dans chaque famille. Je connais des familles qui se sont organisées différemment et qui vivent certainement, sans doute avec moins de ressources financières, mais qui vivent en qualité de manière plus agréable parce qu'ils se sont organisés différemment. Mais c'est la créativité de chacun. Oui, oui, et ensuite, ça n'est pas forcément un modèle que de garder l'enfant à la maison. Ouais. Voilà, donc je pense que le modèle idéal ne préexiste pas et qu'il est fonction de chaque représentation que j'ai au fur et à mesure que je comprends la vie et que je comprends ma place dans la vie et dans ce monde. Donc l'idée, ça pourrait être de se libérer de ces représentations que l'on a et d'essayer de voir qu'est-ce qui nous paraît juste, quelle place juste on veut avoir dans ce monde, dans l'environnement dans lequel on est, et donc d'agir ensuite après en fonction de nos besoins, nos envies qui nous permettent de nous sentir bien. Finalement, c'est ça le guide principal de ta vision de ce que tu proposes. Il me semble que je n'ai pas d'autre, comme disait Baden-Powell. Il disait, je crois que notre tâche principale dans la vie est d'être heureux. C'est ça. Voilà. Et je pense que je n'ai pas d'autre objectif que de vivre aussi paisiblement que possible et autant en harmonie que possible les années que je passe sur cette terre. Et il se trouve que chaque fois que je contribue aux échanges vitaux d'une manière qui favorise la vie, je suis dans une situation qui m'est agréable. Chaque fois que je produis quelque chose qui est toxique et qui perturbe l'écoulement de la vie elle-même telle qu'elle est, je suis plutôt mal. Donc c'est quelque chose en fait qui se sent tout simplement. Oui, c'est ça. Donc finalement, le message pourrait être de proposer à chacun de prioriser le fait de se sentir bien. Et de toute façon, c'est ce que tout le monde cherche. Oui. La seule différence, c'est que je ne cherche pas nécessairement au bon endroit. Oui. Parce qu'il y a plein de vendeurs de bonheur. Oui. Surtout ici, il n'y a qu'à voir tous les stands qui ont la réponse et la solution à tous mes malheurs. Oui. Il suffit d'acheter la pilule du bonheur. Ou la recette du bonheur, parce que ça peut être des stages, ça peut être des... Voilà. Alors que finalement, je n'ai même pas besoin de tout ça. Oui. C'est simplement, si j'arrive à me connecter avec ce que c'est que la vie, c'est-à-dire ces échanges justes à chaque instant, qu'est-ce que je peux espérer de mieux? Voilà. Donc pour toi, finalement, cette organisation-là, avec les stands, avec tous ces professionnels qui sont là, ça n'a pas de sens? Ça tout a un sens en soi, mais ça n'a pas de signification pour moi. Oui, ça a une signification. C'est-à-dire que ça représente une tentative, à mon avis, pathétique et désespérée, de vivre mieux que ce que je vis. Donc ça dénote quand même un mal-être, hein, parce que ce qui est proposé dans ce genre de manifestation, mais ce n'est pas la seule, hein. Tous les week-ends, il y a
une douzaine de salons de bien-être. Voilà, donc mais ça, c'est un critère aussi. Ça veut dire que s'il y a autant de recettes du bien-être, enfin, qui sont proposées et qui sont même vendues, c'est parce qu'il y a quand même une ressource. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de mal-être. Oui. Alors, le sens, c'est ça. Le sens, c'est que je suis mal et donc je cherche pour l'instant des rustines, quoi. Oui. Voilà, ça a le sens d'une rustine. C'est la même chose qui se passe avec l'école. Ça fait, depuis qu'elle existe, tous les 2 ans, il y a une réforme. Et comme son nom l'indique, c'est une reforme, c'est-à-dire une nouvelle forme. Mais je ne touche pas à la structure, bien sûr. Hein. C'est-à-dire que la nouvelle forme va me rendre supportable pour 1 an ou 2, ce qui était insupportable. Mais de nouveau, on va avoir une nouvelle forme. Mais tant que je ne touche pas à la structure, le mal-être reste. Et le mal-être, quand même, y compris dans l'éducation nationale et hors de l'éducation nationale, il est, enfin, je sais pas, même ceux qui prétendent dispenser le bonheur à l'école se plaignent quand même du mal-être des éduqués, du mal-être des étudiants, du mal-être des professeurs, du mal-être des parents, du mal-être... Il n'y a personne qui est satisfait de ce truc-là et ça continue. Donc la seule chose qu'ils proposent, c'est des rustines. Hein, c'est continuer toujours l'école, mais avec des formes qui seraient plus supportables, mais elles ne peuvent pas être supportables, parce que c'est le schéma lui-même qui est insupportable. Si je abandonner pendant 6 heures par jour ce que je suis dans un espace restreint, sur un horaire contraint, sur des sujets qui me sont imposés pendant 15 ans de ma vie, ça va me formater, et puis en plus avec cette idée que je dois me conformer à un modèle qui n'est pas moi, ça va me formater pour la vie et après je vais m'inscrire. En fait, l'éducation comme l'école, d'ailleurs un ministre l'avait dit, hein, il avait terminé sa présentation des programmes en disant grâce à ce programme, comme ça les parents et les enseignants pourront contribuer et agir en commun pour la réussite de l'enfant, puisqu'ils savent. Mais ce qu'il n'a pas dit, mais ce qui était implicite, c'était la réussite à l'école. Hein? Parce que tout ce qui est fait, c'est pour réussir à l'école. Donc l'école est une machine dont la seule finalité est de réussir à l'école. C'est ça. C'est une aberration. C'est une aberration. Mais ça fonctionne et apparemment plus c'est gros, mieux ça passe. Exactement. Et du coup, moi vraiment, il y a une question que je me pose dans ta vision, que j'ai du mal à accéder à l'ensemble. C'est-à-dire qu'une organisation comme celle-là, effectivement, il y a une forme d'aberration là-dedans. Et une forme, du coup, ça décrit effectivement un état de mal-être général. Hein, effectivement, je crois que l'humanité est en recherche d'un renouveau, d'un changement, ça c'est clair. On est vraiment tous dans une volonté de modification, de trouver chacun sa place, une place plus juste, etc. Mais du coup, on voit bien par exemple ce genre d'événement que ça amène aussi, ça permet des espaces où on peut s'instruire, où on peut s'imprégner de choses qui nous ouvrent le regard, qui nous ouvrent l'esprit, qui nous ouvrent le cœur, qui peuvent aussi nous appeler, des choses qui nous appellent, qui nous font vibrer, qui nous émeut, et du coup qui nous touchent. Donc on se rapproche aussi plus de soi, de la connaissance de soi. Enfin, il y a quand même dans ces interactions des choses assez fortes qui se passent dans chaque individu, chaque personne, dans l'interaction. Mais du coup, si on fait exploser tout ce schéma, qui est effectivement pas vraiment intéressant dans ta vision des choses, du coup, l'idée, ça serait qu'il n'y ait plus de schéma. Qu'est-ce qu'on pourrait proposer dans notre humanité, dans le fonctionnement, dans l'organisation? Ça, j'ai du mal à me représenter dans ta proposition, dans ta vision. C'est normal. Ouais. C'est normal que tu aies du mal. Est-ce que tu pourrais en dire plus? Est-ce que tu aurais, toi, des idées, une vision assez claire par rapport à ça? Oui, je pense que je sais ce que je propose depuis une dizaine d'années maintenant. Et c'est la dernière année, donc oui, je t'invite. Tu es où, toi? Moi, je suis en Aquitaine, en Dordogne. Écoute, tu peux venir jusqu'à Narbonne quand même. Oui. C'est dans pas longtemps. Oui. Et puis tu passes 4 week-ends là à comprendre celle que tu es et ce qui est bon pour toi. Voilà, je pense que... Moi, je pense que tout ce qui existe dans les salons, ça dénote d'une part un mal-être. Il y a du bien-être qui est proposé, mais c'est sur un mode
moi je sais ce qui est bon pour toi. Voilà. Et donc je peux si tu achètes ma pilule du bonheur ou si tu achètes ma recette du bonheur, tu vas être heureux. Et ça marche. Ça marche parce qu'il y a un tel mal-être que je ne sais plus où chercher. Et donc ce que j'apprends dans ce genre de salon, c'est en fait de perpétuer le schéma dans lequel je suis. C'est de penser qu'il y a quelqu'un qui sait mieux que moi ce qui va être bon pour moi. Hein? Et même en achetant sa recette, je m'inscris vraiment dans ce schéma. Hein? Voilà. Et donc je ne peux pas en sortir. Et oui. Et oui. Parle-moi de ces stages, ce dernier stage, donc du coup, c'est le dernier que tu proposes. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus? Ce sont des cycles d'approfondissement, oui. déjà. Ce sont donc 4 week-ends dans l'année, oui. Pour une vingtaine de personnes à peu près, et il n'y a pas de programme. Voilà, donc le programme est fait en fonction des questions des participants, de ce qui paraît important. Et on échange comme on échange maintenant, tout simplement. Voilà, et en général, chacun repart un peu plus rassuré d'une part, et puis avec des éclaircissements sur ce qui est bon pour lui. Voilà. Les questions que d'autres posent font écho aussi en moi, voilà, et on réfléchit sur ces questions-là. Parce que, encore une fois, je pense que l'essentiel dans la représentation que j'ai du monde, que j'ai de moi et que j'ai de moi dans le monde. Voilà. Et lorsque j'interviens là-dessus, le reste ça suit. J'ai pas besoin de. Je vois très bien ensuite ce qui est bon pour moi. Voilà. J'ai pas besoin que quelqu'un me le dise. Ça ne m'empêche pas d'aller picorer ici ou là, hein, parce que bien sûr, je ne vais pas réinventer la roue ni le feu. Donc il y a des gens qui en savent plus que moi et mieux que moi sur certains sujets, je peux parfaitement aller les voir, mais ça ne peut être qu'une étape transitoire. C'est-à-dire dès que je deviens adepte d'une recette ou d'une pilule, ça ne peut pas durer, c'est impossible. Et c'est parce qu'il va nous libérer en tout cas. Non, évident. Voilà, je m'enferme justement là-dedans. Ouais. Peux-tu me parler, pour une dernière question, de certains livres que tu aurais écrits, les plus récents peut-être? Alors, c'est pas le plus... en tout cas, c'est le dernier qui est publié. Ça a été le premier d'ailleurs, il n'y en a pas d'autres. Ça s'appelle La fin de l'éducation. Oui. Et c'est édité par les éditions Myriadis maintenant. Il doit avoir 3 ou 4 ans. Et il continue finalement à circuler, je vois. Je m'en réjouis d'ailleurs. Et la fin de l'éducation, c'est avec un point d'interrogation quand même au bout, c'est d'une part la fin, quelle finalité a l'éducation, parce que c'est une question qui n'est jamais posée. La seule question qui est posée, c'est comment faire mieux éduquer. Hein? Mais la question faut-il éduquer et pourquoi j'éduque, elle n'est jamais posée. Et lorsque j'essaie de chercher, je ne trouve rien. Donc j'ai quand même, il y a une première partie qui est là-dessus sur quelle est la fin de l'éducation. Et en réalité, je peux découvrir qu'il y a des fins qui sont surtout cachées. Hein, voilà. Et la deuxième partie du livre, c'est plutôt la fin de l'éducation, c'est-à-dire la cessation, la terminaison. Enfin, est-ce que je pourrais me passer d'éducation? Et c'est toujours avec un point d'interrogation, bien sûr. Hein, voilà, ça c'est le livre qui est paru. Sinon, sur le site éducationauthentique.org, il y a des quantités de vidéos, plus de 120. Il y a des écrits, il y a 92 lettres mensuelles qui ont été écrites. Et puis il y a des références sur des livres aussi. Et là, le prochain livre qui doit paraître, c'est parallèle à ce que je fais, mais ça n'est pas complètement détaché puisque c'est sur la question de la lecture. Voilà. Et le titre s'appelle « Lire ce livre ». Et donc « ce » s'écrit avec SE. Et c'est publié par les éditions Myriadis et ça doit paraître en octobre. Donc. Et c'est en fait une collecte de textes écrits depuis une trentaine d'années autour de ce sujet, puisque j'ai été moi-même illettré et jusqu'à l'âge de 30 ans, bien que j'ai été
instituteur dès l'âge de 18 ans et que j'ai appris à lire en fait à 30 ans et que je me rends compte que les méthodes employées actuellement et depuis que ça existe sont destinées, comme l'avait d'ailleurs clairement annoncé Jules Ferry au moment où il a créé l'école, ne sont pas destinées à apprendre à lire. Elles ne permettent pas d'apprendre à lire, mais en fait, elles installent un processus qui ne permettra pas d'apprendre à lire. Voilà. Au moins le message était clair. C'est ce que j'essaie de présenter dans mon livre, et le fait que j'ai eu beaucoup de mal à trouver un éditeur montre aussi que ça gêne beaucoup pourtant même des éditeurs alternatifs, ce qui est assez paradoxal, et donc je me réjouis d'avoir trouvé quand même un éditeur qui est accepté et pris le risque de publier ce genre de livre. Puis j'ai un projet aussi dans quelques mois, des textes que j'ai déjà écrits pour l'éducation authentique et qui vont être simplement réunis en recueil et qui vont présenter à ce moment-là ce que je mets sous l'étiquette éducation authentique. Et le titre s'appelle Éducation authentique. Pourquoi? Point d'interrogation encore. D'accord. Donc du coup, le fait que tu arrêtes donc des présentations publiques, c'est ça en fait. Du coup, les ressources que l'on peut avoir sur tout ce que tu proposes, ça sera sur ce site? Oui, c'est toujours sur ce site d'ailleurs. Et puis il y a plein de gens merveilleux qui ont compris l'intérêt de ce genre de choses et qui vont très probablement, et cette année-là va être une année de transition, créer un groupe distinct, parce que ça ne sera pas la même chose, mais qui vont à leur manière, je ne sais pas comment, et je vais les aider de toute façon à diffuser une autre manière de vivre qui est une manière tout simplement naturelle. Voilà. Le message, j'en suis l'auteur, mais je n'en suis pas le propriétaire, et c'est pour ça que j'ai choisi une étiquette associative parce qu'il n'y a pas de but lucratif, et ensuite ça s'appelle Créa, ça s'appelle Éducation authentique, mais ce n'est pas Jean-Pierre Lepris, parce que ces idées-là ne m'appartiennent surtout pas. Je suis ravi lorsque je suis pillé, je suis ravi lorsque je suis reproduit, je suis ravi lorsque je suis traduit, et c'est ça qui est plus important. Voilà. Et donc c'est pour ça que ça ne s'appellera plus Créa, mais ça se rappellera d'un terme proche, j'imagine. Et c'est quelque chose. Après, ensuite, non, il y a plein d'initiatives qui sont nées à la suite de ça. Chacun. Mais c'est logique, puisque chacun fait ce qu'il croit juste. Oui, c'est ça. Voilà. On trouvera les liens sur le site. Oui, bien sûr, bien sûr. Merci pour ta contribution, pour tout ce que tu fais, tout ce que merci, tu apportes Jean-Siane, de ton intérêt. Merci. J'étais ravie de passer ce temps avec toi. Moi aussi.